radiochronologie, c'est en fait un ensemble de méthodes qui permettent de dater des roches de manière absolue. C'est-à-dire, on ne va pas dire cette roche est plus vieille ou plus jeune que cette autre roche. Ça serait la datation relative. On va donner un âge. On va définir une origine des temps, un 0, et puis on va donner un âge, le temps qui s'est écoulé depuis cette origine des temps. Voilà. Donc, et pour ça, eh bien, on va utiliser une chose qui va varier régulièrement au cours du temps, et en l'occurrence, c'est la proportion de radioisotopes, on discutera un peu ce terme, trouvés dans les roches. Voilà, c'est donc la définition de la radiochronologie. Et l'archéen, on a parlé de le titre est radiochronologie archéenne. L'archéen, c'est une subdivision des temps géologiques. Et en gros, voilà, cette période s'étend de moins 4 milliards d'années à moins 2,5 milliards d'années. Donc je vous montrerai que cet archéen suit une période que l'on appelle l'Adéen, qui s'étend depuis la formation de la Terre jusqu'à donc 4 milliards d'années, et précède une autre période que l'on va appeler qu'on appelle le protérozoïque, et qui donc commence à 2,5 milliards d'années et qui va s'étendre jusqu'à environ 600-700 millions d'années. Alors, pourquoi l'archéen? Pourquoi se focaliser sur l'archéen? Ce n'est pas moi qui ai choisi le titre du cours, mais j'ai pu deviner les raisons qui ont poussé à parler d'archéen. Bien, c'est à cette période qu'apparaissent ou plutôt c'est de cette période que datent les plus vieilles roches sédimentaires connues à la surface de la Terre. Qui dit roches sédimentaires? Alors les roches sédimentaires, vous savez, ce sont ces roches qui se forment dans des conditions de surface, à la surface de la Terre, souvent en présence d'eau liquide. Qui dit roche sédimentaire dit possibilité de trouver des traces de vie. Donc, bien entendu, on s'est focalisé sur l'archéen parce que l'on va pouvoir rechercher dans les roches de cette époque d'éventuelles traces de vie. Les techniques de datation que l'on utilise pour les roches de cette époque-là ne sont pas spécialement différentes des techniques de datation de radiochronologie que l'on utilise pour des temps plus récents. Donc, finalement, je vais vous parler de techniques, je vais vous présenter quelques bases de cette radiochronologie, et ça pourrait être applicable à l'archéen ou au protérozoïque ou au phanérozoïque. Alors, pourquoi donc vouloir donner un âge, avant tout, pourquoi essayer de donner un âge absolu à ces roches? La première idée, on pourrait se dire simplement que ce qui peut nous intéresser, c'est de faire une liste d'événements et de les classer dans un ordre chronologique. Et pour cela, on n'a pas forcément besoin de donner un âge absolu. Il suffit simplement, comme je l'avais évoqué précédemment, de voir quelle roche est plus ancienne, quelle roche est plus récente. On pourrait ainsi décrire un enchaînement d'événements au cours des temps géologiques et aboutir donc à une datation relative. Mais vous voyez qu'ici, ça va être intéressant, on va pouvoir savoir ce qui est apparu avant, ce qui est apparu après, mais on n'a pas de durée, on n'a pas de vitesse. Pour estimer ces durées, ces vitesses, eh bien, il faut donner un âge absolu. Il faut jalonner cet âge, cette chronologie. Il faut la jalonner avec des âges précis, quantitatifs. Alors, à quoi ça sert de connaître des durées? Eh bien, le Graal de l'exobiologiste, certainement, c'est de savoir, par exemple, combien de temps cela prend pour faire apparaître la vie. Est-ce qu'on a besoin de 10 millions d'années, 3 ans, 1 milliard d'années? Voilà. Est-ce qu'on peut être plus précis que ça? Bon, voilà. Donc, c'est certainement cette grande question, à mon avis, que l'on a envie d'attaquer avec la détermination de cette chronologie absolue.
Combien de temps a pris l'apparition de nouvelles fonctions du vivant? On va parler au cours des jours qui viennent de l'histoire de la vie, de l'apparition de nouvelles fonctions métaboliques, etc. Combien de temps cela a pris pour faire apparaître des métabolismes par des micro-organismes qui produisent du dioxygène et qui va permettre l'oxygénation de l'atmosphère. Voilà autant de questions donc, qui restent complètement ouvertes, hein. On n'a pas les réponses à ces choses-là, mais en tout cas, donner ces âges absolus permettrait d'aller un peu plus loin sur la réponse à ces questions. Alors vous connaissez ces différents scénarios, ces différentes théories qui ont été proposées pour l'apparition des premières briques du vivant, que ce soit la soupe primitive, que ce soit des réactions chimiques en contexte hydrothermal ou bien l'apport de molécules organiques par certaines météorites. Finalement, quelle que soit la façon dont on fait apparaître ces briques du vivant à la surface de la Terre, eh bien, on n'a que les quelques briques élémentaires de la vie, et ça, il faut, si on veut vraiment faire apparaître la vie, telle qu'on la conçoit, telle qu'on la définit, enfin on pourrait discuter de la définition d'ailleurs, mais si on veut faire apparaître une vie faire apparaître la vie, il faut, telle qu'on la connaît aujourd'hui à la surface de la Terre, il faut faire apparaître des cellules, des systèmes de réplication, le code génétique, etc., etc. Et la question, c'est combien de temps cela prend. Alors, on a d'autres manières d'aborder cette question de l'âge. Quand est-ce qu'est apparue la vie, ou quand est-ce que sont apparues certaines étapes de l'histoire de la vie. On peut regarder le vivant tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans toute sa diversité, en regardant un peu la séquence de certains gènes de ces organismes, on peut observer qu'ils sont apparentés les uns avec les autres. Et c'est ce qui nous permet de construire cet arbre de la vie. Et cet apparentement, donc il y a un certain nombre d'ancêtres qui sont, disons, quelque part sur ces branches. Et donc ici, cette convergence nous parle d'un ancêtre commun à tous ces êtres vivants actuels. Mais le problème, c'est que cet ancêtre, c'est l'ancêtre commun, le dernier ancêtre commun à tous ces êtres vivants actuels. Ce n'est pas forcément la première forme de vie qui existait à la surface de la Terre. Malgré ça, ici vous voyez qu'il n'y a pas, on vous donne l'échelle, hein, l'échelle sur cet arbre, on vous parle de différence du coup entre les séquences qui séparent ces différents êtres vivants, mais ce n'est pas une échelle temporelle. Il serait intéressant d'avoir sur cet arbre, de pouvoir avoir une échelle temporelle et de comprendre quand est-ce que ces nœuds ici, de quand datent ces nœuds représentant une divergence entre des grandes branches de l'arbre du vivant. Si je prends la divergence entre les bactéries et les archées, quand est-ce que cette divergence s'est produite? Si je pouvais avoir un âge ici, ça me donnerait des précisions assez intéressantes sur l'histoire de la vie. À nouveau, on pourra discuter de la façon de l'aborder avec ces techniques moléculaires, mais encore une fois, vous voyez que l'idée d'âge absolu, de pouvoir dater de manière absolue, permettrait d'aller donc plus loin sur cette chose-là. Voilà, donc ça vous donne un peu cette introduction. Pourquoi vouloir donner un âge? Quel est l'intérêt finalement de dater ces roches et donner ces âges absolus? Je vous rappelle donc cette chronologie, cette grande chronologie des temps géologiques, qui pendant longtemps, pour ceux qui ont étudié les sciences de la Terre, la géologie n'a pas été représentée de cette manière-là. Quand on apprenait il y a encore quelques années la géologie, voilà, on représentait ça, le phanérozoïque. C'est cette période de temps où on trouve des fossiles bien visibles à l'œil et où l'on a décrit l'ensemble des processus géologiques qui peuvent se produire, la formation de chaînes de montagnes, etc., etc. Et vous voyez que cette période, c'est 600 millions d'années, ce qui représente qu'une durée très, très limitée par rapport à toute l'histoire de la Terre, qui s'étend depuis 4,55 milliards d'années.
Désormais, on fait plus attention à cette grande période que l'on appelle le précambrien. Le précambrien, donc, qui est avant le phanérozoïque, et vous voyez qu'il représente près de 4 milliards d'années. Et donc, je vous ai parlé de ces différentes phases. L'AD1, qui s'étend de 4,55 milliards d'années, donc disons la formation de la Terre, jusqu'à 4 milliards d'années. Puis l'Archéen. Je passe un peu sur les détails de comment on a séparé ces différentes périodes. J'imagine qu'Hervé en reparlera ensuite. Voilà, donc ça c'était pour vous donner l'introduction, pour vous expliquer un peu à quoi ça sert de donner un âge absolu, et donc pourquoi on a besoin des techniques de radiochronologie. Voilà, donc je vais maintenant m'attaquer à la partie principale de ce cours, qui est comment fait-on, lorsque l'on a une roche, comment fait-on pour lui donner un âge? Alors, commençons par quelques bases, je vais aller assez vite là-dessus. On va s'appuyer pour ces méthodes de radiochronologie sur ce qu'on appelle les isotopes. Pour vous redéfinir un isotope, je vais commencer par un atome. Voici la structure d'un atome. Un atome, c'est composé d'un noyau et d'électrons qui ici sont représentés comme transitant autour de ce noyau. Le noyau contient des neutrons et des protons. Et voilà. Qu'est-ce qu'un isotope? Alors, deux atomes sont dits isotopes si leur noyau a un nombre de protons identiques, mais un nombre de neutrons différents. Un nombre de protons identiques implique un nombre d'électrons identiques, mais un nombre de neutrons différents. D'accord? Donc, voici des exemples d'isotopes. Les isotopes de l'hydrogène, on a l'hydrogène lui-même qui a un nombre de masse, on va définir donc, le nombre de protons, donc, le nombre de charges, et puis le nombre de masses par ailleurs. Donc voici l'hydrogène, vous avez un proton, voici le deutérium, où vous allez avoir deux masses, un proton, un neutron, et puis le tritium, où vous allez avoir un neutron de plus. Pour l'hélium, on a deux isotopes ici qui sont représentés avec ces nombres de masses. D'accord? Donc, des isotopes, c'est un même élément chimique, donc on a le même nombre de charges, mais un nombre de masses différent. Certains de ces isotopes ne sont pas stables dans le temps. Ils se décomposent selon des processus qui sont des réactions de désintégration radioactive. Et donc, on transforme, un isotope peut se transformer, certains isotopes se transforment spontanément en un autre isotope selon différents types de réactions. Alors voici un type de réaction qu'on appelle désintégration radioactive β-. Vous voyez ici, on a un proton qui va donner, un neutron qui va donner un proton plus un électron, et puis l'émission d'autres particules. Donc vous avez plusieurs types de réactions de désintégration radioactive, mais grossièrement, globalement, on peut écrire ces désintégrations de la façon suivante. On a un élément pair qui est radioactif, que l'on va nommer P par la suite, qui se décompose en un élément fils qui est radiogénique, que l'on va nommer F, plus de l'énergie et d'éventuelles particules, et des particules. Donc ça, c'est une réaction chimique, simplement, et on peut la caractériser par une constante de vitesse, ici, que l'on va appeler ici constante de désintégration, et qui est en seconde moins 1. Donc il vous donne une idée un peu du temps que va prendre cet événement pour se réaliser. Alors il y a différents types de désintégration radioactive. On distingue des désintégrations alpha, où vous voyez, on transforme donc l'uranium, ici 238, se désintègre pour donner un élément fils qui est le thorium 234 et l'émission d'une particule
qui est un noyau d'hélium, l'hélium. Voilà, c'est ce qu'on appelle ces particules alpha. D'autres types de désintégration que j'ai déjà montré, bêta-, où vous avez un atome, un isotope, l'isotope 87 du rubidium qui se décompose en l'isotope 87 du strontium, plus un électron, plus un neutrino, etc., etc. Et bon, désintégration bêta+. Je ne vais pas insister sur ces différentes choses, mais simplement, donc, vous retenez qu'il y a des éléments pairs radioactifs qui se décomposent en éléments fils radiogéniques, et selon une certaine constante de temps, que l'on va appeler constante de désintégration. Voilà. Donc ça, c'est le principe fondamental, clé, pour tout comprendre la radiochronologie. Le taux de désintégration est proportionnel à la quantité d'éléments pairs. Voilà. C'est la loi, donc cette loi de Curie, Rutherford et Soddy. Dit autrement, voici ici le taux de désintégration. Vous regardez la variation au cours du temps de la quantité d'éléments pairs, donc moins d de p sur d de t. C'est proportionnel à la quantité d'éléments pairs. Et la constante de proportionnalité, c'est le lambda, vous vous rappelez, c'est cette fameuse constante de désintégration. Voilà donc, je dirais, la loi clé de l'ensemble des choses que je vais vous montrer ensuite. Voilà, donc, si on considère maintenant un système fermé, on va prendre une roche. Je rediscuterai la notion de fermeture de ce système, mais prenons une roche qui se forme, elle emprisonne des éléments radioactifs, certains éléments radioactifs, et puis elle se ferme, ces éléments radioactifs et les éléments radiogéniques qui vont être produits restent dans la même boîte, restent dans la même roche. C'est ce qu'on va appeler ce système fermé. Eh bien, si le système reste fermé entre l'instant initial, c'est ce moment de la fermeture, et un instant que l'on va appeler petit t, eh bien, on peut, en intégrant cette équation, on peut suivre, on peut estimer la quantité de l'élément radioactif, l'élément pair, en fonction du temps. L'élément pair est égal à la quantité initiale de l'élément pair, P0, fois une exponentielle de moins lambda t. On peut de la même façon estimer la quantité d'éléments fils qui s'est formé pendant cette durée, entre l'instant initial et l'instant petit t. Combien d'éléments fils est apparu? Eh bien, la quantité d'éléments fils apparus, donc on va dire la quantité d'éléments radiogéniques, alors pas apparus, pardon, la quantité d'éléments radiogéniques, on va noter F, c'est en fait la quantité d'éléments fils qu'il y avait au début, à l'instant t est égal à 0. Dans notre roche, on a incorporé des éléments radioactifs, mais aussi on a incorporé certains des isotopes radiogéniques, plus la quantité d'éléments fils qui s'est formée pendant cette durée. Donc F'. F', c'est quoi? C'est simplement, vous voyez, on avait la réaction précédemment, vous voyez qu'un élément pair donne un élément fils, donc la quantité d'éléments fils radiogéniques qui est apparue au cours de cette durée de temps, c'est la quantité d'éléments pairs qu'il y avait au début, moins la quantité d'éléments pairs qu'il y a à l'instant t. C'est la quantité d'éléments pairs qui a disparu. Si on remplace l'ensemble de ces termes ici par ces expressions-là, on obtient que l'élément fils à un instant t, c'est la quantité d'éléments fils au début, plus la quantité d'éléments pairs à l'instant t, fois exponentielle de lambda t moins 1. D'accord? Donc, avec ça, vous avez en gros tout le background, toute la base mathématique pour comprendre la suite. D'accord? Vous voyez que ce n'est pas des mathématiques très, très compliquées. Cette loi de Curie qui vous dit qu'en gros, le taux de désintégration est proportionnel à la quantité d'éléments pairs. On intègre cette loi. On peut obtenir la quantité d'éléments pairs au cours du temps. On peut obtenir la quantité d'éléments fils au cours du temps en se souvenant que la quantité d'éléments fils à un instant t, c'est celle qu'il y avait au début. C'était la quantité d'éléments fils à l'instant 0, plus la quantité d'éléments fils qui est apparue pendant cette durée écoulée entre 0 et l'instant t. Tout va bien? Voilà. Alors, donc, on reprend cette équation. La quantité d'éléments fils, un instant t,
c'est égal à la quantité d'éléments pairs à un instant t fois l'exponentielle de lambda t moins 1 plus la quantité d'éléments fils à l'instant initial. Vous voyez que f moins f0, c'est la quantité de nucléides radiogéniques qui a été produite pendant la durée écoulée entre l'instant 0 et l'instant petit t. La quantité p, voilà, c'est ça, et la lambda, c'est la constante de désintégration. On peut tracer ces choses-là sur ce graphique. On regarde le nombre d'atomes, voilà, d'atomes de P, enfin d'isotopes de P ou de F étoile. Alors F étoile, c'est radiogénique, F moins F0, en fonction du temps. Donc on va partir de l'instant initial, de 0, et on va aller vers, voilà, il n'y a pas d'unité, on fait augmenter le temps. Eh bien, vous voyez que la quantité d'éléments pairs, on part de P0, et puis elle va décroître exponentiellement. Selon cette exponentielle, la quantité d'éléments fils, elle, croît exponentiellement. Pour une représentation graphique, hein, simplement des équations que l'on a écrites. Voilà. Bon, donc là, on a tout, presque. On va voir un peu maintenant les modalités, comment on fait concrètement pour faire ça avec une roche. Il y a un certain nombre de problèmes ici, que l'on voit apparaître avec cette équation. Ici, vous voyez qu'il suffit donc de mesurer a priori. Il suffit de mesurer la quantité d'éléments fils dans une roche, la quantité d'éléments pairs dans la roche que vous avez ramassée, et vous voyez qu'elles sont reliées ici au temps, à l'âge de la roche. Il faut, lambda est une constante que l'on va pouvoir déterminer, que l'on connaît, mais vous voyez qu'il y a une autre chose que l'on ne connaît pas forcément, c'est la quantité d'éléments fils à l'instant où la roche s'est formée. Donc vous voyez, on a une inconnue, l'âge de la roche, et puis cette quantité d'éléments fils au moment où la roche s'est formée. Le reste, on peut le mesurer. F et P, on peut le mesurer. Voilà, alors, il y a plusieurs limites à cette approche, néanmoins, a priori, on peut les dégager. Vous voyez que si une roche est très jeune, l'élément pair ne s'est pas beaucoup décomposé, n'a pas donné beaucoup d'éléments fils. Il y a encore peu d'éléments fils, peu d'éléments d'isotopes radiogéniques. Et comme il y en a peu, éventuellement, ça va être difficile à détecter, à mesurer, à quantifier. Hein, on va mesurer une concentration, ben, on va avoir du mal parce que c'est très peu concentré. Et donc, on va avoir, si on fait si c'est difficile, si on fait de grosses erreurs sur la concentration de cet isotope radiogénique, sur sa concentration, eh bien, on va avoir du mal à déterminer l'âge de ces roches jeunes. Première chose. Dans une roche très ancienne, c'est un peu l'inverse. Vous voyez qu'on doit déterminer la quantité d'éléments pairs. Si la roche est très ancienne, l'ensemble des isotopes pairs vont s'être décomposés. Il en restera très peu dans une roche très ancienne. Et donc, on va avoir du mal à déterminer cette concentration des isotopes radioactifs. Et donc, on va avoir du mal à déterminer l'âge de la roche. Cette question revient, je l'ai déjà posée. Finalement, moi, aujourd'hui, je suis capable de mesurer ça, le F. Mais comment suis-je capable de distinguer la quantité d'éléments fils qu'il y avait au moment de la formation de la roche de celle qui s'est formée au cours de l'histoire de la roche? Donc comment je suis capable de connaître ce F0? Ça va être aussi une autre limite dans ces approches pour la datation de ces roches. Et enfin, je peux obtenir cette relation que si j'admets que le système est resté fermé entre 0 et petit t. On reparlera un peu de cette notion de fermeture, mais il faut que j'imagine que ma boîte a contenu tout le temps l'élément pair, l'isotope pair, les isotopes fils, et les a contenus, qui ne se sont pas échappés au cours de cette histoire. Voilà. Alors, cette notion de fermeture, voici une représentation, donc ça c'est pris d'un des cours de Francis Albarel. Donc, on voit ici un peu cette illustration. Voici l'histoire, en gros, thermique que peut subir une roche. Par exemple, une roche magmatique. On est au niveau d'un magma. Ce magma va se refroidir. En se refroidissant, il va cristalliser et former des roches. Tout au début, on a donc une température, la température du magma, température très élevée. On n'a pas fait de roche pour l'instant. Et tout se balade là-dedans. Et voilà, notre système est ouvert. La température, on a une coulée de lave. La température diminue. Et à un moment,
eh bien, vont apparaître des cristaux. Des cristaux vont se former à une certaine température, et ces cristaux vont piéger des éléments chimiques, notamment les isotopes radioactifs, les isotopes radiogéniques, et donc on va fermer le système. Là, on va réussir à contenir dans certaines boîtes, les cristaux, les roches, on va réussir à contenir ces éléments radioactifs et radiogéniques. Ces isotopes radioactifs, ces isotopes radiogéniques. Hein. Donc, on va fermer le système. Et puis, cette coulée de lave, éventuellement, il va y avoir une nouvelle éruption, une nouvelle coulée de lave qui va se produire et qui va couler juste au-dessus de cette coulée de lave. Et elle va la réchauffer. Vous voyez, il y a une coulée de lave qui va réchauffer nos roches, là, qui étaient descendues en température. Ça va la réchauffer, donc on va éventuellement avoir un pic de température dans cette roche. Et éventuellement, ce pic de température va réouvrir le système. Les cristaux qui renfermaient les isotopes radioactifs, les isotopes radiogéniques, eh bien, vont se réouvrir, et ces isotopes radiogéniques radioactifs vont se mettre à fuir de ce système, et donc on va provoquer une certaine perturbation. Là, on réouvre le système par ce genre d'épisode d'augmentation de température, et puis éventuellement, on va le refermer parce que, à nouveau, la lave qui vient de couler va se refroidir, la roche qu'on avait en dessous va se refroidir, donc on va refermer notre système. Vous voyez donc ici, hein, la fermeture du système, la plus récente, elle se produit ici, c'est-à-dire à un moment, au niveau de cette perturbation, et pas au moment où elle s'est fermée. Donc rappelez-vous, quand on va dater, ce qu'on va dater, c'est la fermeture d'un système, et parfois, ça va être difficile de distinguer les choses, à savoir, est-ce que l'on date la formation de la roche, ici, ou est-ce que l'on date une perturbation plus récente qui a affecté la roche. Voilà. Alors, donc première chose, hein, l'âge de fermeture, la notion de fermeture du système, elle est fondamentale, et elle vous indique que voilà, ce qu'on va dater, c'est un âge de fermeture. Ce n'est pas forcément la formation d'une roche, c'est un âge de fermeture. Deuxième chose, vous savez qu'il existe, et cette figure l'illustre, il existe de nombreux, on peut utiliser de nombreux couples de radioactifs, radiogéniques, pour faire la datation des roches. Comment va-t-on choisir ces différents couples? Eh bien, on va les choisir en fonction de ce que l'on veut dater, de l'âge que l'on veut estimer, de l'importance de cet âge, en fonction donc de la valeur, de la constante de désintégration de ce couple de radioisotopes. Si on veut dater des choses très anciennes, qui datent du premier moment de l'histoire de la Terre, vous voyez qu'on va avoir accès, on va utiliser des radioisotopes, ici, qui auront une constante de désintégration très faible, c'est-à-dire une période de désintégration très élevée. Vous vous rappelez que si cette constante de désintégration est très faible, enfin très élevée, pardon, c'est-à-dire que si, en gros, cette réaction de désintégration se produit très vite, eh bien très vite, je ne vais plus avoir d'élément pair qui va rester dans la roche, et donc je ne vais pas pouvoir faire d'âge. Donc quand je veux dater quelque chose d'ancien, il faut que j'ai à la fois de l'élément pair, à la fois de l'élément fils, donc que mon élément pair se désintègre relativement lentement. Donc je vais privilégier donc certains couples de radioisotopes pour des âges élevés, d'autres couples pour des âges récents. Voilà. Dit autrement, on a donc différentes techniques de datation, hein, enfin pas différentes techniques, mais différents couples de radioisotopes en fonction des âges que l'on veut estimer. Juste un point très, très rapide de technique, comment mesure-t-on ces rapports isotopiques? Donc très rapidement, il y a différentes techniques. Toutes utilisent ce qu'on appelle un spectromètre de masse. En gros, cet appareil est divisé en plusieurs parties. On a tout d'abord ce que l'on va appeler une source. C'est-à-dire que c'est cet endroit où l'on va générer des ions, on va produire des ions. On a notre roche, on a notre échantillon, on va ioniser les éléments qui nous intéressent, les isotopes qui nous intéressent. Là, on a plusieurs manières de le faire, mais donc on va les ioniser.
on va les accélérer dans un champ électrique, et ensuite on va les séparer dans un champ magnétique. On va les séparer en fonction du rapport de leur masse sur leur charge. Donc on va les séparer selon leur masse. On va séparer ces ions selon leur masse. Et vous voyez, vous vous rappelez, c'est ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui distingue des isotopes? C'est leur masse. Donc c'est comme ça qu'on va donc mesurer ces différents isotopes. Donc au niveau ici, de ces collecteurs qui vont en gros recevoir un élément avec un isotope avec une masse donnée et qui vont donc compter chacun de ces éléments. Donc c'est comme ça qu'on va estimer ces différentes choses. On distingue différentes techniques en fonction notamment des techniques utilisées pour ioniser. On peut soit mettre notre échantillon, dans certains cas, il va falloir le traiter chimiquement, préalablement à la mesure. On va avoir toute une procédure chimique pour isoler, purifier l'élément qui nous intéresse. Par exemple, si on veut mesurer, on veut s'intéresser à l'uranium, on va essayer de séparer l'uranium du reste. Et on va ici donc introduire notre échantillon, purifier, ioniser de différentes manières et puis séparer les différents isotopes de cette manière. Voilà, donc je vous mets ces différentes techniques. Si ça vous intéresse, on pourra en discuter par la suite de ces différentes techniques. Notamment, donc, beaucoup de techniques. Si vous voulez, on utilise un échantillon, on va utiliser un échantillon massif, plus ou moins. Donc on prend une roche, éventuellement on la dissout, et on va donc mesurer nos rapports isotopiques. D'autres techniques, comme celle-ci, vont nous permettre de faire ceci spatialement, avec une résolution spatiale. C'est-à-dire que cette fois-ci, on a une lame mince, différents minéraux sur cette lame mince, et on va pouvoir taper sur différents minéraux et aller mesurer comme ça des âges sur différents minéraux. Voilà. Donc ça, c'était pour la technique, pour les aspects techniques, et disons les bases mathématiques pour comprendre un peu comment on peut déterminer un âge. Je reviens un peu sur un cas un peu concret pour revenir un peu à la question qu'on se posait, et la question qu'on va se poser plus précisément. On veut, je vous ai dit qu'un des intérêts de s'intéresser à l'archéen, c'est certainement d'aller regarder les plus anciennes traces de vie. On entendra parler demain de nouveau, comment on peut rechercher ces traces de vie. Mais vous voyez, imaginons que nous soyons capables de trouver des traces de vie dans une roche. On veut connaître l'âge de ces traces de vie, donc on va dater la roche. D'accord? Alors, voici l'endroit Isua. Isua, c'est au Groenland, enfin, c'est situé ici. Il y a Akilia aussi qui est représenté. Ce sont deux localités, donc au Groenland, où ont été rapportées, enfin, où ont été décrites, et ont été décrits des objets qui ont été interprétés comme parmi les plus anciennes traces de vie connues à la surface de la Terre. Voilà. Donc cet endroit, c'est aussi l'endroit où on trouve parmi les plus vieilles roches sédimentaires à la surface de la Terre. Groenland, on trouve différents types de roches. Ce qu'on interprète initialement comme étant des basaltes, ce que l'on appelle ici des gisements de fer rubané ou Banded Iron Formation, BIF, voilà, des turbidites, des sédiments détritiques et des carbonates. Donc ces trois roches ici sont interprétées comme initialement des roches sédimentaires, c'est-à-dire qui sont formées en présence d'eau liquide. Ces roches ont subi une histoire ensuite, hein. Elles sont formées donc, sous l'eau, mais elles ont ensuite été chauffées et portées à haute pression. Et on estime que, d'après la minéralogie de ces roches, que ces conditions ont atteint de l'ordre de 550 degrés Celsius et 5 kilobars en pression. Vous voyez, ces roches sont métamorphiques, elles ont été transformées par ces conditions. Mais voilà, donc c'est une interprétation, hein, l'origine initiale de ces roches, comme des roches sédimentaires, des carbonates, des turbidites ou des bifs, c'est une interprétation. Dans ces roches a été mesurée la quantité de carbone organique. On retrouve dans ces roches sédimentaires, dans certaines de ces roches sédimentaires, du carbone organique. Et on a mesuré la composition des isotopes
du carbone, notamment des isotopes 13 et des isotopes 12. On a fait les rapports entre le carbone 13 et le carbone 12 que l'on a normalisé à un standard, et c'est ce qu'on appelle le delta 13C. Là, ici, on parle d'isotope stable, d'accord? Le carbone 13 est un isotope stable. Carbone 13 et carbone 12 sont des isotopes stables. Quand on mesure la composition isotopique du carbone, de ce carbone organique, et que l'on reporte sur ce graphique donc, la quantité versus le delta 13C, on voit que nos points, il y a toute une distribution hein, selon les lithologies, selon les roches qui nous intéressent. On voit des valeurs variées. Mais vous voyez notamment certaines roches qui renferment très peu de carbone organique, mais ce carbone organique a une composition isotopique bien particulière qui est de l'ordre de moins 25 pour 1000. C'est-à-dire, c'est un carbone organique qui est très appauvri en carbone 13. Ça, on connaît un processus qui est capable d'appauvrir le carbone en carbone 13, c'est la photosynthèse. C'est la photosynthèse. Une des interprétations du coup qui a été donnée pour expliquer ces choses-là, pour expliquer ces compositions isotopiques, c'est que c'est le vivant qui a formé ce carbone organique. Ces compositions isotopiques appauvries seraient des signatures du vivant. Alors, on en rediscutera de ces choses-là, mais bon, voilà, on va partir là-dessus, d'accord ? Voilà, donc voilà pourquoi elles ont été proposées, en tout cas ces roches, comme parmi les plus anciennes roches contenant des traces de vie. Quel est leur âge ? Différentes techniques de datation, et c'est celle dont je vais vous parler maintenant. On a pu dater des zircons qui sont présents dans ces roches, selon la technique de Concordia, uranium-plomb. Donc je vais vous montrer un peu le principe de cette technique et montrer que ici on a un âge de l'ordre de 3,8 milliards. On a pu utiliser des isochrones. Je vais vous montrer cette deuxième technique, c'est la deuxième technique dont je vous parlerai, utilisant notamment le rubidium-strontium ou le samarium-néodyme, et qui montre des âges un peu différents. Mais bon, finalement, vous voyez qu'on est autour de 3 milliards 3 milliards 7, 3 milliards 8. Alors, comment donc concrètement date-t-on les zircons dans ces roches? Alors les zircons, ce sont des minéraux qui ont cette formule chimique, ce sont des silicates de zirconium, et vous voyez ici une collection de jolis zircons. C'est un minéral très résistant notamment à l'altération. Et ça, c'est une propriété assez intéressante parce que du coup, vous vous rappelez de la fermeture du système, c'est un minéral qui va pouvoir perdurer pendant des milliards d'années sans être attaqué trop. On en rediscutera. Et du coup, qui va pouvoir garder les éléments pairs et les éléments fils qui sont inclus dans ce cristal. Donc ça va pouvoir être un bon système fermé. D'autre part, ce qui est intéressant avec ce minéral, c'est que lorsqu'il se forme, il incorpore beaucoup d'uranium, enfin relativement, hein, vous voyez, on ne le met pas dans sa formule chimique, donc ça reste des quantités faibles, mais en tout cas, il est relativement riche en uranium, mais en revanche, il contient peu de plomb, initialement. Du coup, vous voyez, il y a on connaît ce couple-là, ce couple radioisotope. L'uranium 238 se désintègre en plomb 206 selon cette constante de temps, l'ordre de 4,5 milliards d'années. Vous voyez que c'est intéressant. Premièrement, la constante de temps, 4,5 milliards d'années. On veut dater des choses qui ont 3 milliards d'années, 4 milliards d'années. On voit que c'est commensurable, hein, ce n'est pas 10 000 ans, donc on va pouvoir dater ces choses-là très anciennes, grâce à ce couple. La deuxième chose qui est très intéressante, travailler sur ces zircons, vous vous rappelez, la quantité d'éléments fils à un instant t, c'est la quantité d'éléments pairs à l'instant t fois ceci, plus la quantité d'éléments fils au début. L'élément pair ici, c'est l'uranium, l'isotope pair, hein, c'est l'uranium 238. L'isotope fils, c'est le plomb 206. Le plomb 206 à l'instant initial, on va pouvoir le négliger. Il en a très peu d'incorporé dans le zircon pendant sa formation. Et vous voyez que quand on simplifie ceci, il nous suffit maintenant de mesurer la quantité de plomb 206, la quantité d'uranium 238 pour avoir le temps.
Donc on a cette relation, hein, le temps, il suffit de mesurer cette quantité, plomb 206 sur uranium 238. Et on a l'âge. Donc les zircons, hein, finalement, vous voyez, c'est quand vous voulez montrer un peu un exemple pour la radiochronologie, un exemple de couple radioisotope qui va nous permettre de faire une datation simple, le zircon et ce couple uranium 238, plomb 206. On a cette réaction, on a l'âge directement en mesurant ce rapport d'isotope. Il y a un problème. Je vous ai dit, je vous ai vendu le zircon comme quelque chose de très résistant, du coup un beau système fermé, souvent, etc. En fait, eh bien, ça a beau être très résistant, il y a souvent des pertes de plomb et des pertes d'uranium. Hein, c'est-à-dire, autant l'uranium s'incorpore bien, par exemple dans le zircon, le plomb, lui, vous voyez, c'est un élément chimique différent, il s'incorpore beaucoup moins bien dans le réseau cristallin du zircon. Et du coup, quand il va être formé par désintégration de l'uranium, bah, il va être un peu mal à l'aise dans cette structure du zircon, et il va avoir tendance à sortir un peu plus facilement. Donc on va avoir des pertes de plomb assez fréquemment. Donc notre système ne reste pas fermé. Est-ce qu'on jette tout ça à la poubelle? Eh bien non. On a une manière de s'affranchir de ce problème de l'ouverture de notre système au cours des temps géologiques. Et ça, c'est ce qu'on appelle cette courbe, la Concordia. Pour faire cette technique repose sur la chose suivante. On va réutiliser ce couple dont on a discuté. Uranium 238 donne plomb 206. Et on va utiliser un deuxième chronomètre en même temps. On va utiliser ce deuxième chronomètre qui est l'uranium 235, donne le plomb 207. Vous voyez que ce sont deux chronomètres différents, hein, deux couples d'isotopes différents, avec deux constantes de temps différentes. Donc en gros, imaginez, ça c'est un sablier qui coule lentement, et ça c'est un deuxième sablier qui coule un peu plus vite. Et vous les retournez au même moment, et vous savez à quelle vitesse chacun des sabliers coule. Vous les retournez au même moment. Alors on va d'abord les retourner au moment où notre minéral, notre zircon, se forme. Si le système est resté clos, si le système est tout le temps resté clos, eh bien nos deux chronomètres donnent le même âge. D'accord ? On a retourné les sabliers au même moment. On utilise ces équations. Hein. On fait l'hypothèse qu'il y a peu de plomb à l'instant initial. Donc vous vous rappelez, ça donne... On obtient la quantité de plomb 206 à un instant t en fonction de l'uranium 238, la quantité de plomb 207 en fonction de l'uranium 237. Et on va ici, ce que l'on va reporter sur ce diagramme donc de Concordia, c'est le rapport plomb 206 sur uranium 238 en fonction du rapport plomb 207 sur uranium 235. Vous voyez qu'on a ici du coup une équation paramétrique. Ça, le plomb 206 sur uranium 238, vous voyez, c'est le petit y, ça va être égal exponentielle de lambda t moins 1. Et ici, le petit x, qui est le plomb 207 sur uranium 235, ça va être égal à exponentielle d'un autre lambda t moins 1. Okay, donc on a une équation paramétrique et ça ressemble à ça. Si notre roche est restée tout le temps fermée, voici comment elle se déplace. À l'instant initial, vous voyez qu'il n'y a pas de plomb dans il n'y a pas de plomb dans notre roche, donc on est à 0. Et puis, quand on augmente avec le temps, eh bien, on se balade sur cette courbe, ce qu'on appelle la Concordia, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards d'années. D'accord? Donc la Concordia, c'est cette courbe, dans ce diagramme ici, dans le cas où notre système est resté tout le temps fermé et où ces deux chronomètres nous donnent le même âge. Mais souvent, en fait, si on fait... on va mesurer l'âge qui nous est donné par ce couple-là. On fait plomb 206 sur uranium 238, on en tire un âge. On fait plomb 207 sur uranium 235, on en tire un âge. Ces deux âges doivent être les mêmes si le système est resté fermé. Le problème, c'est que souvent, quand on mesure, eh bien, on n'a pas le même âge. On prend deux chronomètres, nos deux sabliers ne nous donnent pas le même âge. Comment on l'explique? Eh bien, on l'explique par le fait que notre système a été ouvert à un moment, à un instant petit t1, notre système a subi une perturbation. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, comme je vous l'ai montré précédemment, il peut y avoir un réchauffement, il y a du métamorphisme, hein, nos roches sont prises dans un cycle géologique, elles se réchauffent, et là, notre système s'ouvre, ou ça peut être d'autres types de processus qui vont en tout cas nous faire une perte d'uranium et une perte de plomb. Et on ne sait pas combien.
On ne sait pas combien d'uranium est perdu, on ne sait pas combien de plomb est perdu, et on ne sait pas à quel moment ça a été perdu. Et encore des inconnus. Et pourtant, eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va dire qu'il y a une proportion alpha d'uranium qui est perdue et une proportion bêta de plomb qui est perdue. Ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, les isotopes, il y a une chose importante dont il faut se souvenir. Si je prends les isotopes 206 et 207 du plomb, ils vont avoir le même comportement chimique. Et donc, quand je vais perdre du plomb, eh bien, je vais perdre la même quantité de plomb 206 et la même quantité de plomb 207. En tout cas, pardon, pas tout à fait, c'est pas très bien dit. Mais disons que je vais perdre une quantité, je vais perdre la même quantité. Allez. De plomb 206 et plomb 207. Hein, on va les perdre de la même façon. Et l'uranium 238 et l'uranium 235, on va le perdre de la même façon. Par contre, bien sûr, on perd une certaine quantité d'uranium et une quantité différente de plomb. Ok, donc on va du coup, si on fait le modèle suivant, on imagine qu'à un instant T1, on perd une quantité alpha d'uranium et une quantité bêta de plomb. Eh bien, on peut montrer, et ça je vous renvoie à des livres classiques, hein, bon, je pourrais vous redonner les références, mais on peut montrer, en réutilisant cette équation, simplement, et en décomposant le temps, hein, depuis l'instant initial jusqu'à l'instant T1, et puis l'instant T1 à l'instant T, en décomposant ceci en étapes, on peut démontrer que le rapport plomb 206 sur uranium 238 moins un Y0, vous voyez, qui dépend de l'instant T moins T1, grand T1 c'est T moins T1, voilà, donc qui dépend de l'instant T1 auquel s'est produit le problème, divisé par le plomb 207 sur uranium 235 moins une autre quantité qui dépend elle aussi de cette durée qui s'est écoulée depuis l'instant où s'est produit la perturbation, eh bien ceci est une constante. D'accord? Donc retenez, ce rapport ici, moins une constante, divisé par ce rapport ici, moins une autre constante, est égal à une constante. Et ça va être intéressant, parce que, vous voyez, si maintenant je trace le plomb 206 sur l'uranium 238, c'est ici, en fonction du plomb 207 sur uranium 235, c'est ici, c'est une équation de droite. D'accord? Donc si j'ai une roche, un zircon, qui s'est ouvert à un instant T1, si je mesure aujourd'hui ce rapport-là dans ce zircon, je suis capable de le mesurer, hein, c'est le plomb 206 sur uranium 238 d'aujourd'hui, ce rapport-là dans ce zircon, eh bien, tous mes points se mettent sur une droite, sur cette droite ici, dont l'équation est ici, s'alignent sur une droite. Il faut l'admettre, hein, ceci. Ce n'est pas très difficile à démontrer, mais je vous fais grâce de la démonstration. D'accord? Donc, tous mes points s'alignent sur une droite. Quel que soit, je dirais, donc si j'ai perdu de l'uranium et du plomb au cours de l'histoire, à un instant T1, mes points sont sur cette droite. Quelles que soient les quantités d'uranium et de plomb que j'ai perdues. Alors, il faut essayer de comprendre, et vous voyez que cette droite, elle va couper la concordia en deux points. Un point inférieur et un point supérieur, qui sont des âges. Ces points, c'est deux âges. Vous voyez, c'est une valeur, là la valeur c'est 1 milliard, et là c'est 3 milliards. Que signifient ces points? Faisons maintenant l'hypothèse que notre roche n'a jamais été perturbée. Il n'y a jamais eu d'ouverture du système. S'il n'y a jamais eu d'ouverture du système, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son âge, l'âge que je mesure, c'est l'âge de formation, d'accord? C'est 3 milliards d'années. Hein, c'est celui qu'on a tracé tout à l'heure. Imaginons maintenant qu'à l'instant T1, on a perdu tout. On a perdu tout notre plomb à ce moment-là. Quel est l'âge que je mesure? L'âge de la perturbation. J'ai remis le système à zéro, j'ai enlevé tout le plomb, et je recommence à zéro avec mon uranium qui reste, qui se redécompose, et je recommence à zéro quelque part. Eh bien, sur cette droite, vous pourrez regarder ces choses-là, ça signifie, on est ici, sur ce point-là, 1 milliard d'années. Donc, vous voyez que si maintenant je prends des zircons, je mesure ces deux quantités avec mon spectromètre de masse,
eh bien, généralement, je vais avoir des points ici qui s'alignent. Et cette droite ici coupe la courbe Concordia en 2 points. Le point supérieur, c'est l'âge de la roche. Et le point inférieur, c'est l'âge de la perturbation. Donc vous voyez que même si mon système est ouvert, eh bien, je suis capable, en ayant plusieurs, de déterminer quand même l'âge de la roche, l'âge initial de ce minéral, et l'âge de la perturbation. OK. Alors, en fait, ici, ce modèle, il a été fait avec cette idée simple qu'on a un épisode de perturbation, pas plusieurs, et que c'est à un instant donné. En général, ça ne se passe pas comme ça. En général, il y a plusieurs perturbations qui se font dans le temps, donc ça devient un peu plus compliqué. Et même, parfois pire, en fait, en général, notre zircon, il fuit régulièrement au cours des temps géologiques. Au cours de son histoire, il va fuir régulièrement, il va laisser sortir du plomb régulièrement. Là, ce qu'on peut démontrer dans ces cas-là, c'est qu'en fait, on n'est plus tout à fait selon une droite. On garde une sorte de droite, et puis vers le bas, ici, eh bien, ça s'infléchit et ça vient à 0, quasiment. Mais néanmoins, on garde ici un alignement dans cette partie-là, et on garde donc sur l'intersection supérieure avec la Concordia, nous donne l'âge initial, dans ces cas-là. D'accord ? À nouveau, il y a eu des démonstrations qui ont été proposées. Voilà, donc voilà par exemple ce qui a pu être mesuré sur ISUA. Vous voyez, on prend, ou à Midstock ici, mais bon, ou sur ISUA, on mesure différents zircons, on mesure ce rapport, plomb 206 sur uranium 238, plomb 207 sur uranium 235, on obtient plusieurs points ici. Et vous voyez qu'on trace la droite qui relie ces points, et on regarde l'intersection de cette droite avec la Concordia, et ça nous donne l'âge de la formation, 3,8 milliards. Voilà donc pour une première technique de datation qui utilise ce rapport uranium-plomb. Alors vous voyez, on a utilisé 2 chronomètres, uranium-plomb, et on a eu cette technique de la Concordia. Autre technique que j'aimerais aborder rapidement, c'est la méthode de l'isochrone. C'est une autre technique assez classique, je dirais, en radiochronologie. Alors, il y a différents couples de radioisotopes qu'on va pouvoir utiliser pour cette technique. Et je prends cet exemple ici, pas le plus courant dans les livres de classe, mais c'est pas grave, où on utilise le couple lutécium-176, hafnium-176. Vous voyez, le lutécium 176 est l'isotope PR radioactif qui donne l'hafnium 176 qui est l'isotope fils radiogénique. La constante de temps, vous voyez, c'est de l'ordre de 30 milliards d'années. Alors, on va utiliser un autre isotope de l'hafnium qui est l'hafnium 177 qui lui est un isotope stable. Alors, on peut écrire, donc d'après cette réaction, vous vous rappelez que l'hafnium 176 à un instant T, c'est l'hafnium 176 qu'il y avait au départ, plus la quantité d'hafnium 176 radiogénique, c'est-à-dire la quantité de lutécium à l'instant T 176 fois exponentielle lambda T moins 1. On va diviser ces choses-là par la quantité d'isotopes stables de l'hafnium, d'isotope 177. Vous voyez qu'on a ce rapport maintenant hafnium 176 sur hafnium 177 qu'on va appeler à l'instant T. Parce que vous voyez que finalement, c'est ce qu'on va mesurer, hein, donc la quantité d'hafnium 177, la quantité d'hafnium 176 à l'instant T. C'est égal à l'hafnium 176 initial divisé par l'hafnium 177 à l'instant T, mais c'est la même chose que l'hafnium 177 à l'instant initial, puisque cet isotope est stable et n'est pas radiogénique. Okay. Donc vous voyez ce rapport isotopique de l'hafnium, c'est le rapport isotopique de l'hafnium au moment de la formation de la roche, plus le rapport lutécium 176 sur hafnium 177 que l'on mesure aujourd'hui, fois l'exponentielle lambda T moins 1. Ok. Donc ça, c'est juste, vous voyez ce petit truc, c'est qu'ici on a divisé par l'hafnium 177 à l'instant T, mais que c'est égal à l'hafnium 177 à l'instant 0, donc on arrive à cette écriture. Mais vous voyez qu'on a 2 inconnus, celle-ci, le rapport isotopique de l'hafnium à l'instant initial, et le temps. On a 2 inconnus. Donc le temps et le rapport isotopique initial de l'hafnium. Alors, on va se servir de cette
cette propriété que j'ai déjà évoquée. Donc ça vient d'un des cours de Francis Albarède. J'ai mis un peu de temps à le comprendre, mais maintenant je le comprends bien, je crois. Alors, vous voyez, il y a des chats et des chiens. Et les chiens n'aiment pas les chats. Ou l'inverse, je ne sais plus. Et donc voilà, donc vous voyez quand vous avez les deux espèces, les deux éléments chimiques, ils ont tendance à se ségréger, à fractionner. Hein, donc deux éléments chimiques différents vont avoir tendance à aller dans des endroits différents. Certains vont rester, par exemple, dans le magma, d'autres vont aller dans les cristaux. Certains vont aller dans certains cristaux, d'autres dans d'autres cristaux. Voilà. Donc ça, c'est finalement une image du fractionnement élémentaire. On distingue, on différencie, on discrimine, on fractionne les éléments chimiques. Et puis, il y a l'homogénéisation isotopique. Là, maintenant, vous n'avez plus que des chats, et puis il y a les chats noirs et les chats blancs. Et chez les chats, eh bien, ils se fractionnent de la même façon. Donc, vous voyez, dans l'arbre et par terre, en gros, vous gardez les mêmes rapports. Voilà, c'est exactement ça. Quand maintenant vous faites une séparation, par exemple entre un magma et un cristal, deux éléments chimiques différents vont aller différemment dans le magma et dans le cristal. En revanche, deux isotopes d'un même élément vont aller de la même façon dans le cristal et dans le magma. Okay, donc retenez bien cette propriété. Notamment dans les processus de haute température, on ne discrimine pas les isotopes des éléments lourds. On les fractionne peu. Donc c'est ça que l'on voit. Voilà, donc on va prendre trois minéraux qui se forment dans une roche magmatique, par exemple. On prend trois minéraux et on va tracer ce rapport, vous voyez, le rapport isotopique hafnium 176 sur 177 en fonction du rapport lutécium 176 sur hafnium 177. Donc c'est ce qu'on trace. Et on se met à l'instant initial. À l'instant initial, vous vous rappelez, homogénéisation isotopique, tous les isotopes de l'hafnium, 176 et 177, se mettent de la même façon dans tous les minéraux. Vous avez trois minéraux différents, A, B et C, ils se mettent de la même façon dans ces trois minéraux. Donc c'est l'instant initial, tout est sur la même droite horizontale. Mais on a différents points si on prend différents minéraux qui incorporent différemment le lutécium et l'hafnium. D'accord? Ça, c'est l'instant initial. Et puis, après un instant T1, vous voyez, il y a du lutécium, c'est décomposé en hafnium. Du lutécium 176, c'est décomposé en hafnium 176. C'est-à-dire que vous avez perdu un lutécium 76 et vous avez gagné un hafnium 77. Vous avez perdu un lutécium 77 et vous avez gagné un hafnium 176. Donc vous vous déplacez selon une pente moins 1 ici. Vous déplacez selon une pente moins 1. Donc vous voyez, ça c'est l'équation d'une droite. Y est égal à B plus X fois A. D'accord? Donc nos trois points ici restent sur cette droite-là. Et on a ces points ici. Donc vous voyez que, il y en a encore un, voilà, on continue à l'instant T2, après l'instant T2, on continue à se déplacer selon une courbe de pente moins 1, et vous voyez qu'on reste aligné sur une droite, d'après cette équation. Donc vous voyez qu'en fait, dans une roche, vous vous rappelez, on avait deux inconnus. Mais si on a par exemple plusieurs roches ou plusieurs minéraux qui ont incorporé différemment, initialement, le lutécium par rapport à l'hafnium, eh bien, on va mesurer ces rapports ici et ces rapports ici sur ces différents minéraux ou ces différentes roches, on va obtenir des points qui s'alignent sur une droite. Cette droite, c'est ce qu'on appelle l'isochrone. Et vous voyez qu'on peut mesurer la pente de cette droite. Et la pente de cette droite ici, c'est exponentielle lambda T2 moins 1. C'est-à-dire que cette pente, elle est reliée au temps. Si on a donc ces points alignés sur une droite, on mesure la pente, ça nous donne l'âge. C'est ça l'isochrone, la technique de l'isochrone. On avait un problème avec combien d'éléments fixes on mettait initialement. On l'a résolu parce que cette quantité d'éléments fixes que l'on met initialement, eh bien finalement, c'est une constante pour différents minéraux. Enfin, ce n'est pas exactement une constante, mais le rapport, en tout cas 176 sur 177 de l'hafnium initial, est une constante pour les différents minéraux à l'instant initial. Donc on a supprimé, si vous voulez, quelque part, ça nous a donné la possibilité de supprimer cet inconnu. Voilà, donc on peut avoir l'âge d'une roche simplement en mesurant soit différentes roches, soit différents minéraux qui ont incorporé le lutécium différemment par rapport à l'hafnium.
Voilà pour donc des techniques, hein, des techniques de datation. Je vous en ai présenté deux. Concordia, vous avez vu, on a utilisé 2 chronomètres, 2 sabliers qui ne coulent pas à la même vitesse. Et on a vu que même s'il y a un moment, il y a quelqu'un qui s'amuse à enlever du sable, bon, à condition d'en enlever d'une certaine façon entre le haut et le bas dans les 2 sabliers, donc même si on a fait une perturbation, on est capable, malgré tout, même si on a fait une ouverture, on est capable, grâce aux techniques de Discordia, Concordia, on est capable de mesurer l'âge de la roche, à minima, éventuellement même l'âge de la perturbation dans certains cas. Deuxième possibilité, la méthode de l'isochrone. Cette fois-ci, on n'utilise qu'un seul chronomètre, mais on va utiliser un isotope stable qui va nous permettre de normaliser les choses et de mesurer l'âge de la roche. Que date-t-on? Donc, rappelez-vous, on date la date de fermeture d'un système, hein, qui contient des éléments radioactifs. Le système, bon, ça peut être un cristal. Rappelez-vous que ce cristal n'a pas forcément le même âge que la roche ou que d'autres cristaux dans cette roche. Par exemple, dans le zircon, aujourd'hui, on est capable d'aller mesurer localement, je l'avais évoqué, on peut mesurer localement les rapports uranium sur plomb, enfin des isotopes, dans des zircons, et donc faire des âges à une échelle très locale. Vous voyez, hein, ici, on a quelques centaines de micromètres, et on peut faire des âges très locaux dans un cristal, et obtenir des âges qui varient dans un même cristal. Hein, donc les zonations qu'on a évoquées dans les zircons vous permettent d'avoir, pour un même cristal, peut avoir à des âges différents, selon l'endroit où vous considérez. Si on revient aux traces de vie, bon, on peut trouver des traces de vie sous différentes formes, des inclusions de carbone organique dans les roches d'issuage, ou ces objets ici qui ont pu être interprétés comme des fossiles de micro-organismes dans des roches de 3,5 milliards. Bon, on discutera beaucoup de la validité de ces choses-là, mais de toute façon, ça c'est interprété comme une trace de vie, ça c'est interprété comme une trace de vie, et pourtant, on ne date jamais ça, et on ne date pas ça. On date la roche. Et ça c'est important parce que éventuellement, on va obtenir des informations un peu différentes. Ça, c'est peut-être arrivé après la roche. Voilà, donc ça pose un certain nombre de problèmes. Hein. On n'est jamais capable, on est rarement capable, pardon, de dater directement un fossile, rarement. Alors, on ne peut pas dater le carbone organique à l'archéen. Vous savez que la technique du carbone 14, par exemple, qui est très utile dans les temps récents, eh bien, au-delà de 100 000 ans, on oublie. Donc là, on parle de 3 milliards 5, enfin, 2 milliards 5, des choses comme ça. Donc on oublie la technique du carbone 14. Par contre, il y a éventuellement des paramètres qui peuvent être intéressants. C'est de déterminer si on trouve du carbone organique dans des roches archéennes. Je vous ai parlé des roches d'Issua, par exemple. On peut essayer de déterminer leur structure, la structure de ce carbone. C'est-à-dire la façon dont les atomes de carbone sont agencés les uns par rapport aux autres. Si vous prenez un carbone très récent, par exemple, vous prenez un morceau de vous, hein, et vous prenez ce carbone, bon, si vous regardez à une échelle atomique, les atomes de carbone vont être relativement désordonnés. L'agencement est relativement désordonné. Si maintenant, pour aller plus loin, vous faites chauffer ce morceau de vous, là, vous le faites chauffer à très haute température, vous mettez de la pression, etc. Les molécules vont se transformer et vous allez obtenir un produit carboné où là, cette fois-ci, vos atomes de carbone sont bien ordonnés les uns par rapport aux autres. Et donc, il y a on peut définir une sorte de degré, un agencement, un degré d'ordre. Et si on peut le définir avec certaines techniques simplement, et donc cette structure, elle dépend de l'histoire thermique, hein, de ce carbone organique au premier ordre. Si on revient sur Issua, ça c'était le graphique que je vous avais présenté, donc cette quantité de carbone organique en fonction de la signature isotopique, ce qui a pu être démontré par les auteurs, Van Zullen et collaborateurs, ce qui a pu être démontré par exemple, c'est ces points-là, ici, si vous regardez la structure de ce carbone-là, eh bien vous en déduisez que ce carbone, il n'a jamais vu les conditions métamorphiques que la roche a vues.
Je vous avais dit, ces roches, ici à Ushuaïa, ont subi un certain métamorphisme. Elles ont vu 550 degrés, 5 kilobars en pression. Eh bien, quand on regarde la structure de ce carbone, elle est incompatible avec une histoire métamorphique, une histoire de pression et température comme ceci. Et donc, la seule manière de l'expliquer, c'est que ce carbone ici, que l'on mesure ici, ce carbone, eh bien, il n'a pas l'âge de la roche. Il est arrivé après. Donc, il n'a pas vu son histoire thermique. Vous voyez, on ne peut pas le dater, mais on peut apporter des contraintes sur, quand même, les âges relatifs. Alors, il y a quelques exceptions qui sont données dans la littérature, où l'on peut dater directement l'âge. Alors à nouveau de fossiles, mais on en rediscutera demain. Enfin, certains donc les ont interprétés comme des fossiles, ces objets. D'autres, enfin non, bon, certains les ont interprétés comme des fossiles. On en rediscutera demain. Voilà la formation qui est en Afrique du Sud, qui a été datée à 3,5 milliards d'années à Barberton et qui a été interprétée donc comme d'anciens basaltes en coussin, qui se sont déposés. Je ne connais plus le contexte. Bon, voilà, bref, des basaltes qui sont déposés donc en milieu marin. Ont été retrouvés dans ces échantillons à nouveau, ils ont subi et ils sont formés. Okay, vous imaginez ces beaux coussins de lave qui se mettent en place, qui refroidissent. Mais ensuite, ils ont été à nouveau transformés par la température et la pression, et on a changé complètement les minéraux qui les formaient. Très bien, mais ce qui est retrouvé, c'est ces objets-là, ici, ces sortes de filaments, ici, qui émergent. Alors voilà, donc des tubes comme ça, et puis il a été retrouvé du carbone, et puis des carbonates dont le delta 13C est relativement bas. Ça a été comparé avec d'autres objets que l'on voit dans des basaltes plus récents, dans lesquels on trouve aussi des tubes comme ceci, et dans ces tubes, parfois, on a retrouvé des micro-organismes, et donc il a été proposé que ces tubes étaient formés par des micro-organismes qui creusaient dans des basaltes. Vous avez des micro-organismes comme ça qui creusent et qui forment ces tubes. Et donc ça, il a été proposé que c'était la même chose, mais en plus vieux, en très vieux. OK. Le truc marrant, c'est que ces tubes ici sont remplis d'un minéral qu'on appelle la titanite, qui est un silicate qui contient du titane, et du calcium notamment, et qui est très riche en uranium. Quand il se forme, il incorpore pas mal d'uranium et très peu de plomb. Ça vous dit quelque chose, ça vous rappelle les zircons, ça vous rappelle Concordia. Et donc ils ont pu directement sur ces traces ici, qu'ils interprètent comme des traces laissées par des micro-organismes, ils ont pu mesurer ces choses-là que vous connaissez bien maintenant, donc ce rapport plomb 206 sur uranium 238, plomb 207 sur uranium 235, et vous voyez, ils obtiennent, disons, un ensemble de points qui convergent ici à peu près. Et donc, ils nous disent que l'âge de ces choses-là, c'est 3,4 milliards. 3,4 milliards. Et bon, si ce sont des tubes laissés par la vie, si ce sont quelque part des fossiles, eh bien, ou des sortes de traces fossiles en tout cas, eh bien voilà, on a l'âge directement enregistré par le minéral qui a remplacé ces choses-là. Donc bon, la question, ce sera, est-ce qu'il s'agit vraiment de traces de fossiles? On pourra en discuter demain. Voilà, donc en conclusion, j'aimerais noter que, bon, je vous ai montré que quelques techniques, quelques approches pour dater une roche, hein, c'est vous donner quelques idées de la façon dont on peut mesurer ces choses-là. Il existe bien sûr plein d'autres techniques, il existe plein d'autres couples de radioisotopes que je n'ai même pas évoqués. Ce que vous devez retenir, c'est que l'âge, finalement, ce n'est pas une donnée triviale. Bon, il y a un challenge méthodologique que je n'ai pas trop évoqué, mais bon, je vous ai parlé de ces différentes techniques qui existent, ces différents appareils, et il y a encore des développements aujourd'hui, donc bon, il y a pas mal de progrès à attendre encore. Les précautions d'interprétation, on date la fermeture d'un système et l'interprétation de ce qu'est un système, de ce qu'est la fermeture, quand est-ce qu'elle s'est produite, requiert vraiment aussi un savoir, une compréhension du contexte géologique. Et ça,
donc on aura un aperçu juste après. On va mesurer des âges plutôt qu'un âge, notamment à cause de ceci, et puis parce que dans une roche, on a différents systèmes qui se sont formés éventuellement à différents moments, certains qui ont été perturbés, d'autres non. Et rappelez-vous aussi que ça ne donne pas forcément une réponse directe à l'âge des objets qui nous intéressent. Quand on regarde un fossile dans une roche, on ne va pas forcément dater le fossile. De manière même plus large, parfois on a une roche qui nous intéresse, on n'est pas toujours capable d'aller dater cette roche-là. Je vous ai parlé de systèmes clés pour dater. Bon, on n'a pas toujours les zircons dans la roche qui nous intéresse. Et donc, il y a énormément de travail, et puis c'est un travail clé qui existe, qui est aussi la datation relative. C'est-à-dire que le géologue, arrivant sur le terrain, ne va pas prélever tous les cailloux qui se présentent à lui et se dit tiens, je vais ramener ça au spectromètre de masse et je vais faire une cartographie des âges. Il y a une compréhension un peu de la façon dont les couches sont disposées les unes par rapport aux autres pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est plus âgé, qu'est-ce qui est plus récent, et à partir de là, obtenir sur certains points clés des âges absolus et retracer comme ça toute l'histoire. À cet égard, il y a cet article très intéressant par Martin Whitehouse et collaborateurs sur Aquilia. Aquilia, je vous l'ai présenté, donc cette île au Groenland, sur laquelle a été aussi proposée l'existence des plus anciennes traces de vie terrestre. À 3,8 milliards, il a été proposé qu'il y avait des roches de 3,8 milliards dans lesquelles on retrouve des inclusions de carbone qui seraient appauvries en carbone 13. Donc voilà, ce serait parmi les plus anciennes traces de vie. Il y a une discussion très intéressante par ces auteurs expliquant qu'en fait, et revenant vraiment juste là-dessus, sur ces problèmes de datation relative et puis sur les problèmes dans une roche, on a éventuellement différentes phases des minéraux qui peuvent avoir différents âges. Et en revenant sur l'ensemble de ces points, lui propose par exemple que ce qui a été observé comme des inclusions de carbone organiques, appauvries en carbone 13, n'a clairement pas 3,8 milliards. C'est beaucoup plus récent que ça. Donc je dirais que cet article, par exemple, et il y en a d'autres, illustre bien tout ce problème de la datation. Et une fois que vous avez obtenu un âge avec vos techniques du uranium-plomb, lutécium-hafnium, etc., eh bien, il y a encore toute la discussion par rapport, je dirais, à la structure des couches géologiques et la datation, toute cette chronologie relative à faire. Est-ce que ma roche est postérieure ou antérieure à celle que j'ai datée avec mes chronomètres? Voilà, donc je remercie ces personnes-là qui m'ont donné un certain nombre de transparents ici qui ont permis d'illustrer mes propos, et je vous remercie. Et si vous avez des questions, c'est maintenant. En fait, on va détruire quand même. On va détruire, c'est-à-dire que la technique, elle consiste à bombarder. Donc on a ici un canon à ions, des ions que l'on accélère sous une certaine différence de potentiel, donc d'une certaine énergie, et on va bombarder l'échantillon, une lame mince par exemple, ou une lame polie, on va bombarder l'échantillon avec ces ions, et donc là on va arracher vraiment de la matière qui va être ionisée, et c'est cette matière ionisée que l'on va collecter ici au niveau du spectromètre de masse et que l'on va mesurer. Donc on va vraiment on va former des cratères dans l'échantillon qui vont avoir des tailles de l'ordre de quelques dizaines de micromètres, plusieurs dizaines de micromètres. Donc on va vraiment faire l'ablation, mais vous voyez que c'est local, ça reste à l'échelle des dizaines ou centaines de micromètres.